Merci de nous rejoindre sur votre Radio Djena. L'émission c'est Djena Sport, comme souvent tous les mercredis, pour débattre de l'actualité sportive dans notre pays et un peu partout dans le monde. Nous évoquons dans ce nouveau numéro l'actualité des éperviers du Togo qui seront en stage dès le mois prochain, à partir donc du 8 au 12 en Tunisie, voilà, qui sera ponctué ce stage de match amical à l'occasion de la journée FIFA. On évoque justement tout ce qui va entourer ce stage avec la liste de Claude-Marie-François Leroy. Ils sont 25 éperviers convoqués avec 2 nouvelles figures. On en parle. Nous évoquons également l'AG ordinaire et puis également statutaire de l'Association des entraîneurs de football du Togo qui est dénommée désormais ANEFOOT avec un E qui fait débat. Nous évoquons justement cette actualité liée aux entraîneurs de football du Togo. Et puis, on parle des candidatures pour l'élection au niveau des ligues, candidatures aux connotations COMEX-FTF. Quelle pertinence pour cette redondance? La question sera posée à nos invités déjà sur ce plateau. Nous sommes avec Prosper Agboklou, connu sous le nom de Prosper l'Allemand. Il nous vient de Africa Foot Invest.com. Prosper, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les internautes de Djena. Je suis tellement ravi d'être là, invité une fois encore. Merci d'être avec nous, Prosper Agboklou. Également en studio, Franco Rokoti qui nous accompagne souvent. Il est le directeur du site panafricain Africa Top Sport. Franco Rokoti, bonjour. Latif, bonjour. Je salue également tout le plateau. Et parlant des salutations, je salue également Prosper l'Allemand, qui est un très bon confrère à nous tous. Et sans oublier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent actuellement. Voilà, également en studio pour nous accompagner, le collègue Eric Modeste Atiko, bien sûr, de la rédaction du groupe Média Djena. Nous parlons d'abord de cette actualité des éperviers du Togo. Alors, Franco Rokoti, nos éperviers, malgré la suspension d'activité au niveau du Togo à cause de la crise sanitaire, les éperviers seront en stage à partir d'octobre. Oui, effectivement, les éperviers seront en stage donc en Tunisie et que je trouve que c'est très important du moment où le calendrier international nous impose tout cela, même si au Togo on ne trouve pas encore l'opportunité ou bien le bien fondé de reprendre le football. Il faut quand même savoir que le calendrier international nous impose beaucoup de choses. Donc on aura donc en novembre prochain 2 matchs très très importants pour le Togo. Donc il va falloir revoir les joueurs qui sont donc en forme et tout cela. Donc ça passe forcément par ce stage-là. Et je crois que de toutes les façons c'est bien donc de participer à ce stage, histoire de revoir un peu les compartiments au niveau de cette sélection. Vous savez que le Togo n'a plus joué, ça fait pratiquement une année. Je parle de la sélection. On n'a plus joué, ça fait pratiquement une année. On veut voir donc la forme des joueurs et essayer donc de faire de bons résultats contre l'Égypte, surtout que l'adversaire, l'Égypte, c'est pas un petit adversaire. L'Égypte est le favori donc du groupe. L'Égypte également qui n'a pas connu donc pour ces 2 premiers matchs qui n'a pas connu beaucoup de choses. Je crois que c'est important pour le Togo du moment également où le Togo pratiquement est le dernier de ce groupe. Il va falloir revoir les compartiments, revoir la forme des joueurs pour savoir voilà quel schéma tactique mettre en place et quel dispositif mettre en place et avec quel effectif, parce que il y a également ce problème-là qui se pose. On passe d'une génération à une autre, donc c'est important donc de revoir tous les joueurs avant que le mois de novembre arrive par rapport à ces 2 matchs contre l'Égypte. Activité suspendue au plan national, Prosper Agboklou. Alors, le Togo vit également ce qu'on appelle l'état d'urgence, mais voilà, il y a une liste convoquée pour un stage, un passage forcé. Oui, un passage forcé.
on se rappelle à la sortie donc, de la rencontre avec le ministre des Sports, je crois le mois passé, la fédération avait déjà émis le vœu de pouvoir demander une dérogation spéciale auprès de l'État pour pouvoir permettre à ce que partiellement les choses reprennent, même si le championnat n'était pas à l'ordre du jour. Il y a quand même le calendrier international, comme Franck vient de le dire, qui s'impose. Donc il va falloir ne pas être en marge de la programmation donc de la CAF et de la FIFA. Donc je crois c'est ce qui a motivé justement la sélection nationale à prendre à faire son bâton de pèlerin pour pouvoir convoquer ces joueurs. Et ça, je crois que Franck l'a déjà dit, c'est une bonne chose et ça rentre dans la perspective donc, des préparatifs pour cette double confrontation, surtout que c'est contre l'équipe d'Égypte qui n'est pas bien lotie dans ce groupe et qui est considéré comme le favori. Voilà. Alors, lorsqu'on parle justement de la journée FIFA, c'est parce que justement le football continue à l'échelle internationale. Eli Atikpo, alors le Togo n'a toujours pas levé la suspension, mais il y a toujours des joueurs, en tout cas locaux, qui font partie de cette liste-là, que d'ailleurs je m'avais vous communiqué avant de vous retrouver Eli Atikpo. Claude-Marie François Leroy a convoqué 25 joueurs. Il y a Aboti Dové, gardien de but qui évolue en Afrique du Sud, Agbozo Kloussé du Dynamique togolais, championnat donc togolais, Aïba Moubarak, gardien de but de l'AS OTR Togo, Amachuchui Kanyivi qui évolue au Togo, Bolesou, Amevor Kodjo Mawina qui fait son retour et qui évolue du côté de la Hollande, Amenido Etienne du côté de l'Allemagne, Achou Franco qui évolue au Danemark, Ate Youssoufou Wafa, Ghana, Haïti Floyd, Turquie, Barcola Malcolm qui est du côté de la France, Bebou Ilas en Allemagne, Bessile Loïc Bordeaux, c'est la curiosité véritablement de cette liste-là au niveau de la France, Denke Kevin, France, Doké, Josué Wafa Ghana, Donou Hubert, que le Togo connaît déjà pour avoir évolué également au Togo. Il évolue en Tunisie. Dosevi Mathieu qui est sans club mais qui a toujours la confiance de Claude-Marie François Leroy, Dienda Konam, la figure de proue qui évolue en Espagne du côté de Retafe, Beignon, Simon, Géorgie, Henen, David, Belgique, Labakodio, Fodo qui est du côté des Émirats Arabes Unis. Nous avons Lawson Steve qui est en Écosse, Mlapa Peniel, Émirats Arabes Unis, Seko Serge, Tunisie, Sounou, Gilles, Châteauroux, France, et puis Tchakei, Marouf, Asco, Duekara. Alors, voilà, Eli Atikpo, Claude-Marie François Leroy a ratissé, quoi qu'on dise, large pour le compte de cette nouvelle convocation. Écoutez, c'est une des listes plus ou moins acceptables pour moi depuis que Claude est là pendant un bon moment déjà, parce que quand on regarde sur cette liste, en dehors de Mathieu de Séville qui est sans club et puis de nos internationaux, ceux qui sont ici à Lomé, qui jouent dans le championnat national, à savoir Abozo, Aïba, Amatouchi, puis Tchakei, Marouf, qui n'ont plus compétit. Ça fait déjà 7 ou 9, 8 mois déjà. C'est ça l'inquiétude. Sinon, tout le reste, je pense qu'ils ont déjà repris chez eux. Ils ont du temps de jeu. Cette liste, elle est plus ou moins consensuelle. Maintenant, c'est par rapport à ce stage qui est là, on se pose la question. Donc, si il n'y avait pas peut-être le stage à l'international, peut-être on n'aura pas les éperviers. Alors, les éperviers vont se regrouper pour jouer. Puisqu'il y a interdiction, en tout cas, d'activité. Ici au Togo. Oui. Donc, ils vont et de regroupement également. Voilà. Donc, ils vont aller se regrouper dans un autre pays qui est également frappé par le coronavirus, où les statistiques du coronavirus sont plus élevées que chez nous. On va se regrouper là-bas pour jouer. Pendant ce temps, chez nous, on ne veut pas jouer. Ça, c'est la totale contradiction que je n'arrive pas à m'expliquer totalement au niveau de nos autorités. Mais, quoi qu'on dise, c'est qu'on est obligé, puisque on doit préparer le mois de novembre où on va affronter en double confrontation l'Égypte. Et donc, il faut se préparer. Donc, on est obligé d'accepter ça. Et donc, c'est totalement, pour moi, incompréhensible que nos autorités jouent toujours au dur pour dire qu'on est en état d'urgence
Tandis qu'on va aller se regrouper dans un autre pays avec plus de cas de coronavirus. On va nous dire, oui, ils seront là, ils vont être mis en quarantaine et tout. Mais je me dis, c'est un peu compliqué parce que si on veut suivre peut-être la procédure de certains pays, lorsque vous arrivez, quoi qu'on dise, vous devez faire 2 semaines de quarantaine. Est-ce que nos éperviers vont aller là-bas pour faire 2 semaines de quarantaine ou bien vont commencer par s'entraîner? Trop de bêtises pour moi dans cette façon de concevoir les choses. Voilà donc qui est dit par rapport à Eli Atipo, mot-clé bêtise. En tout cas, selon justement Eli Atipo. Alors, il parle d'une liste consensuelle, mais sur laquelle il y a des joueurs qui n'ont plus joué depuis 6 mois. Lorsqu'on prend seulement avril à septembre, ça fait 6 mois. On retrouve des joueurs du championnat togolais 6 mois sans compétition, même sans entraînement. Il y a quand même à redire, Franck Orokoti. Oui, on peut le penser dans une mesure, mais dans l'autre, quelque part, puisque nous avons également préparé le CHAN, il va falloir également faire avec les joueurs locaux. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas encore accepté que, voilà, qu'il y ait regroupement, qu'il n'y ait pas donc de football au Togo. Quand même, il faut dire que comme on vient de le faire, que le CHAN également s'impose à nous. Donc le CHAN, c'est en janvier. Donc il va falloir également préparer certains locaux en attendant les autres. Je crois que c'est dans cette idée que le sélectionneur s'est mis et qu'il a convoqué dans cette liste 4 joueurs. Quand vous voyez un peu le profil de ces 4 joueurs, vous allez comprendre que ce sont quand même les postes clés. D'abord le gardien de but, qui aura l'occasion de se frotter avec les autres par rapport donc à ce stage. Il y a également 2 défenseurs clés de cette formation des éperviers locaux. Il y a Amadou Tchoui et puis Agbozo Klouser. Il y a également un milieu de terrain sur qui nous comptons, qui a beaucoup d'avenir, qui est le joueur d'Asco. Donc, quand vous voyez... Mais c'est des joueurs qui n'ont plus joué depuis 6 mois. C'est ce que je dis. En Tunisie, donc, il faut leur quand même... ils feront quoi avec ces joueurs en Tunisie? Quand même, il faut dire que les joueurs n'ont pas joué depuis ce moment, mais individuellement, ils courent, ils se préparent dans leur coin. Et à partir de là, peut-être que ça va leur permettre également de garder leur forme avant donc peut-être la forme physique, l'entretien, ils vont s'entretenir par rapport à ces 2-3 jours-là, avant peut-être le regroupement des locaux. Je crois que pour moi, c'est une bonne chose quand même de retrouver quand même ces 4 joueurs sur cette liste-là. Ils vont quand même dévancer les autres qui n'ont pas eu la chance donc de faire partie de cette liste-là. Je crois qu'on ne peut pas également prendre tous les locaux pour se mettre pour les convoquer par rapport à ce stage. Je crois que 4 déjà et selon les compartiments, c'est-à-dire que 4 locaux sans championnat, c'est déjà assez grand. Voilà, un gardien, 2 défenseurs et puis un milieu offensif. Je crois que le choix est bien fait par rapport donc à ces joueurs qui sont convoqués. Une appréciation par rapport à la liste, Prosper Lallemand? Bon, je crois que en regardant la nomenclature de cette liste, on se rend compte que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, le championnat n'est pas de mise. Si on devait ratisser plutôt encore plus large, ce serait toujours la même connotation. C'est des joueurs qui ne sont pas en compétition. Bon, on veut donner la chance. Quelqu'un pense qu'on devrait ne même pas avoir un local sur cette liste, parce que 6 mois sans compétition, ça suppose que voilà, ils ne sont pas aptes pour jouer. Non, je crois que est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de complaisance? Bon, moi je trouve pour une fois que ça se démarque de la complaisance. Autant dire, ces joueurs, ils existent. Ça ne veut pas dire que pendant 6 mois, c'est vrai, la compétition n'y est plus, mais les automatismes d'un joueur, les réflexes sont toujours là. Il va falloir quand même donner le ton par rapport à la compétition qui arrive en janvier, je crois. Par quel baromètre on peut, par exemple, savoir que ces joueurs ont toujours la forme qu'ils avaient en avril, en mars passé? Bon, Franck l'a dit tout à l'heure, quand vous faites un peu le tour par rapport aux équipes, vous savez, est-ce qu'aujourd'hui attend de jouer la compétition africaine? C'est des équipes se regroupent un peu pour se mettre en jambes. Et le sport aussi, sauf que le sport n'a pas un seul joueur sur la liste. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, on se dit que
les joueurs ont couru et tout. Mais ne nous voilons pas la face, les joueurs continuent pas à jouer. Hein? C'est toutes les contradictions en fait. Et Claude est allé les voir en cachette. Ou peut-être à Balo, elle est allée les voir en cachette. Ce qui est sûr, c'est que ces joueurs continuent pas à jouer d'une manière ou d'une autre. Ça joue. Et c'est toute la contradiction avec cette question de dire état d'urgence. Avec l'immobilisme dont il est question. Les autorités. Les gens continuent pas à jouer. Et même les gaillards qui sont autorités, ils se cachent, ils jouent. Maintenant, finalement, on vient nous dire de ne pas jouer. Qui trompe qui? Vous êtes allé en cachette les regarder? Tout le monde sait là où ces personnes jouent. Ils n'ont qu'à chercher. Et même, je vous ai dit la dernière fois que devant moi, les gens se sont amassés pour courir en groupe sur les routes officielles de Berne. On ne les a jamais dispersés. Finalement, on nous dit de ne pas jouer. Qui veut tromper qui? Disons-nous la vérité. Ces joueurs, aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas joué de compétition comme... Il y a peut-être le championnat qui se déroule souvent, mais ces joueurs du championnat, eux-mêmes se retrouvent, ils savent où ils se retrouvent et ils ont l'habitude de jouer. Et donc, arrêtons de dire qu'on ne va pas jouer. Ces joueurs, ils iront avec l'équipe nationale, ils vont s'entraîner. C'est la meilleure des choses qui puisse d'ailleurs leur arriver. Toujours s'entraîner avec l'équipe nationale dans de très bonnes conditions pour arriver. Au moins, ça fait 4 personnes, ou bien 4 joueurs qui vont former l'ossature de cette équipe qui va se préparer pour le CHAN. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être dans une autre émission sur comment il faut se préparer pour le CHAN du moment où sur les 23 joueurs qui iront, il y aura 19 qui officiellement ne vont pas s'entraîner. Voilà. Et donc, si, en tout cas sur le plateau, vous êtes plus ou moins d'accord par rapport à cette liste qui, selon vous, quand même fait l'unanimité, on parlera tout de même quand même de... Non, ou bien vous avez des appréhensions? Oui, j'aime pas parler de la totalité de la liste parce que la question qui m'a été posée, c'était... Si vous avez des appréhensions, oui. Non, moi je crois je crois que quelque part, c'est une liste un peu déséquilibrée. Dans la mesure où, lorsque vous voyez un peu le profil des joueurs, vous allez vous rendre compte que on n'a pas un joueur un latéral gauche de métier. Donc, on nous parle de Loïc qui nous vient de Bordeaux, qui est latéral gauche. Je me dis, mais est-ce qu'il est milieu gauche ou bien latéral gauche? On veut le convertir en latéral gauche. Et c'est sans surprise. Ce ne sera pas une première avec Claude. Oui, c'est pour cela que je dis, oui, cette liste-là a toujours quelque chose qu'on peut dire. Trouver à redire. Qu'on peut trouver à dire. Donc, aujourd'hui, on n'a pas un latéral gauche. Je crois que on devait faire avec James Oloufade qui a été latéral gauche titulaire depuis un certain temps, même si on nous dit que qu'il est en disgrâce. Ben, quand même, il y a des gens sur la liste qui n'ont pas également évolué depuis un certain temps et qui ont été rappelés. Je crois que c'est important donc de le souligner. Un James Oloufade va revenir en novembre, et ça c'est sûr. Il va revenir en novembre alors qu'il ne va pas... C'est vous qui allez l'appeler? Puisqu'on n'a pas un latéral gauche de métier, alors que c'est lui qui assure justement ce poste-là. Il y a eu des matchs sans lui quand même. Il y a eu des matchs sans lui. Lequel? Le dernier match, il avait joué. Mais je dis, il y a eu des matchs sans lui. C'est pour cela que je dis... Il n'a pas figuré sur toutes les listes. Il y avait toujours un gaucher de métier qui évoluait donc à ce poste. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la liste, il n'y a pas un gaucher de métier qui puisse assurer justement... En championnat également, il peut avoir... Au-delà, en championnat également, il y a des gauchers. Il y a le jeune Moussa Bilal, par exemple, de l'Est donc c'est un peu Même le poste de latéral droit avec Steve Lawson, qui ne rassure pas. Vous devez vous souvenir d'ailleurs du match contre le Bénin. Il ne rassure pas. Or, ici, on peut toujours essayer. C'était Bodé Abdoul Sabou. On ne perd rien en l'essayant par rapport à ce match parce qu'il ira au CHAN, il va se préparer pour le CHAN. Pourquoi peut-être lui aussi ne pas le renforcer avec ce groupe pour mettre de la concurrence? C'est vrai. Peut-être que Claude a privilégié ceux qui ont déjà repris. Non, c'est ce privilège-là que Claude accorde depuis un moment. Souvenez-vous, en 2017, on se qualifie de manière assez miraculeuse pour cette compétition qui est la CAN. On dit à Claude, attention, pensons à l'avenir, écartons ceux qui étaient déjà vieillissants, Agassa, Adebayo et consorts. On est allé, on a vu, on a gardé les mêmes personnes sans véritablement essayer peut-être un certain Oro Samakim pour lui donner de la chance. On a vu les catastrophes qu'il y a eu. Après, pour les éliminateurs de la CAN 2019... C'est aussi la surprise sur la liste. Hein.
Qui? Rosama Hakim. Oui, il n'est pas là depuis. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Lui aussi. C'est la surprise. C'est la surprise parce que, attendez, il est allé en réserve à Lille, et après au Portugal, tout ça, ça ne marche toujours pas. Je pense qu'il faut toujours essayer de voir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais Claude doit essayer de sortir certains joueurs de leur confort. On va parler de Mathieu Dosseli, de Steve Lawson. Il faut les sortir de leur confort. Il ne faut pas que les gens se prennent comme quoi l'équipe nationale est leur domicile. C'est ce que les autres faisaient, on criait, mais on a l'impression que le fameux sorcier blanc est toujours dans cette logique où certains joueurs sont intouchables et d'autres sont là pour être des vassaux, je dirais. Voilà. Elia Tipo parlait de la reprise dans la sous-région. Le Togo semble, comme souvent, traîner le pas. Le Burkina a mis en place un planning de reprise. Le Bénin également annonce des dates précises. Le Ghana également. Le Togo, comme souvent, Prosper Agboklou attend peut-être d'être le dernier à prendre peut-être son envol. Non, on est coutumier du fait. Et ça, je crois que entre-temps, la fédération avait déjà annoncé la date du 10 octobre pour la reprise du championnat. Mais on se demande... C'était une date prévisionnelle. Mais on se demande quelle est justement la philosophie sur laquelle on s'est basé pour fixer cette date. Même si on dit prévisionnelle, c'est dit qu'il y a eu déjà des discussions de coulisses quelque part et on a la latitude de penser que jusqu'à ce moment, on pouvait avoir un moment où on pouvait avoir la latitude donc, de pouvoir organiser les débats en ce sens. Maintenant, on est tout simplement planté au moment où la période donc qu'on appelle d'état d'urgence se prolonge. Vous voyez à peu près. Donc, on est un peu cloisonné par rapport aux idées qu'il faudrait avancer. Vous regardez même le fait que le ministère des Sports ait appelé, convoqué les présidents des clubs, c'est comme si on va à volo. Parce que pour moi, cette convocation n'avait pas sa raison d'être. Le ministère devrait proposer. Oui, ça dit qu'à mon avis, c'est le ministère. Unilatéralement. Pas unilatéralement, mais c'est elle qui a mis en place le comité de pilotage donc au niveau du coronavirus. C'est l'État qui doit prendre attache avec ce comité et savoir de jour en jour ce qui se passe. Et c'est en fonction de ça que les techniciens devaient proposer au ministère la reprise des championnats, à mon avis. Maintenant, c'est comme si on a amené des malades à l'hôpital et on leur a demandé quel médicament, avec quel médicament de l'amont à l'aval ou de l'aval à l'amont. Est-ce que vous ne pensez pas que quoi qu'on dise, c'est quand même de façon consensuelle que le gouvernement voudrait trouver un plan de reprise? Regardez, Latif, vous avez un enfant à la maison qui doit aller à l'école. C'est à vous de trouver les mesures qu'il faut et à partir de là, vous lui imposez. Ça dit que par rapport, vous avez l'assurance qu'il est au CE2, c'est pourquoi vous achetez le livre du CE2. Vous comprenez? Donc c'est le gouvernement qui devrait, pour moi, proposer et amener... Proposer ou donner? Non, il doit donner. Voilà, donner. Quand le gouvernement donne, c'est en ce moment, les fédérations peuvent, à partir de ce que le gouvernement a donné, faire des analyses. Dire, bon, peut-être, ceci, on peut réadapter. Ceci-là. Maintenant, on a dit, on va former un comité. Et regardez le temps qu'on a mis. Le Covid, on a arrêté le championnat depuis mars. Et c'est la dernière fois qu'on a appelé les présidents à pouvoir juguler la crise. Pour moi, il y a vice de forme. Pour refermer cette fenêtre, je vais prendre également l'avis des deux autres confrères sur le plateau. On a plusieurs disciplines alors. Est-ce que la reprise sera de la même façon? Est-ce que ce n'est pas pour cela que le ministère a voulu que chaque discipline propose un plan de reprise? Franck Orokoti. Je crois que, comme le dit Prosper tout à l'heure, je crois que c'est bien pensé dans la mesure où on peut également imaginer que c'est une fuite en avant que le gouvernement est en train de faire. Parce que jusque-là, cela prouve que le gouvernement lui-même n'a pas une solution par rapport donc à cette crise, par rapport donc aux disciplines sportives que nous avons donc au pays. Et ailleurs, ce qui se fait, c'est le gouvernement même
qui propose des choses donc aux fédérations pour leur dire qu'effectivement, voilà la situation actuelle, voilà ce que nous pouvons faire avec vous. Maintenant, organisez-vous pour déterminer... Rentrer dans les rangs pour déterminer une date pour qu'on puisse aller sur le terrain. Donc, c'est ce que les autres gouvernements ont fait. Par exemple, au Bénin, tout proche, c'est ce que nous avons vu. Au Ghana également, c'est le président lui-même entre-temps, la fédération même a proposé un canevas. Et c'est le gouvernement lui-même qui a pris la chose bras au corps. Je crois que c'est très important. Il faut que le gouvernement s'y mette. Quand le gouvernement se détache et demande aux autres fédérations... Vous pensez que c'est une fuite en avant? C'est une fuite en avant et que c'est important que le gouvernement même propose quelque chose donc, aux différentes fédérations. En France, par exemple, le ministère de la Santé a dit c'est terminé, pas de championnat. Mais après, il y a eu justement des voix qui se sont levées parce que les autres majeurs ont fini. Ça suppose que l'État a dit quelque chose qui finalement n'a pas été profitable au sport, en tout cas français. Lorsque vous prenez la Bundesliga, là, c'est la Bundesliga qui a demandé à ce qu'on leur laisse jouer et Angela Merkel a dit allez-y. Au Togo, les enseignants ont proposé quelque chose. Les sports doivent proposer ou attendre que le gouvernement, parce que ça devient compliqué, surtout avec le Togo. Non, c'est vrai que quand on va regarder, d'une part, on va se dire que les sports doivent proposer. Mais d'autre part, quand vous regardez ces sports, on a eu à faire des émissions ici sur la gestion du coronavirus par ces entités et on se pose des questions. Maintenant, on est dans un championnat totalement amateur, ce qui diffère peut-être de la France, de l'Allemagne et autres qui ont des obligations de sponsoring et consorts. Maintenant, quand on revient au Togo, dans la gestion de cette activité sportive, je me dis que pour nos autorités, le sport n'est qu'un loisir pour eux. Mais pour nous, c'est un gagne-pain. La preuve, c'est que les activités sportives sont aux arrêts. Les premiers à être impactés, c'est les joueurs qui doivent nourrir leur famille. C'est les arbitres qui doivent aussi peut-être gagner quelque chose. C'est les entraîneurs qui doivent gagner aussi de l'argent pour nourrir leur famille. C'est les journalistes sportifs aussi qui doivent gagner. Peut-être depuis qu'on est là, moi je parle typiquement des journalistes, c'est sur nos économies qu'on est en train de tourner. Maintenant c'est souffle. La preuve, nos radios n'ont plus de matière et donc ne peuvent plus attirer des publicités, des sponsors pour travailler, pour avoir des publicités. Et donc il faudrait pas qu'à un moment donné, on pense que ce soit véritablement le sport soit véritablement un loisir pour certains. C'est une activité qui gagne. Et la preuve, quand on faisait Novici, est-ce qu'on a pris en compte les joueurs pour dire que le sport aussi est une partie où il faut tenir compte de ceci parce qu'ils aussi gagnent leur vie avec. On les a totalement ignorés. Totalement ignorés. Mais la FIFA a rattrapé quand même cet oubli-là. La FIFA a rattrapé cet oubli-là. Mais quand vous regardez aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, je dis bien tous les secteurs d'activité ont repris. Sauf quoi? Le sport. Même s'il y a des restrictions, ça a repris. Les églises ont repris. Les mosquées ont repris. Les marchés sont toujours là. Les gens vont au service aux heures habituelles. Les écoles ont repris. Les restaurants ont repris. Les bars, les boîtes de nuit. Pourquoi le sport? Soyons francs, pourquoi le sport? À un moment donné, c'est la preuve pour moi que le sport n'est absolument pas une priorité, même si celui-là que moi je veux voir comme entraîneur des équipes de la présidence, Claude Leroy, s'est permis d'annoncer des choses. En tout cas, je me demande qu'est-ce qu'on veut réellement. De la présidence de la République, parce qu'il y a plusieurs présidences. Présidence de la République, toujours à l'écoute de Radio Djena, Franco Rokoti, Prosper Agboklou, Eli Atikbo, qui nous accompagne dans ce débat. On va parler du deuxième sujet. Le deuxième sujet, on parle de l'AG. AG, ordinaire, statutaire de l'Association des entraîneurs de football du Togo, qui a changé de dénomination. Maintenant, c'est l'ANEFOOT, Association nationale des entraîneurs et éducateurs de football du Togo. Des statuts ont été retouchés, ils ont maintenant un code électoral, ils ont un règlement intérieur, mais il y a un E dans le nouveau sigle qui fait polémique, qui fait débat, Franco Rokoti. Le E là, c'est l'éducateur. Oui. Je crois que quelque part, lorsque on veut être entraîneur,
il y a ce que nous appelons la formation, l'éducation et certaines choses qui rentrent dans le métier. L'animation. Voilà. Dans le métier d'entraîneur. Donc, être entraîneur, il faut également savoir comment on éduque. Parce que vous aurez en charge quand même les enfants. Est-ce que je vais les appeler les enfants? Vous aurez quand même des gens. Les entraîneurs appellent toujours les joueurs, les enfants. Les enfants. Donc, vous aurez à votre charge des enfants. Vous devez les surveiller, vous devez, au-delà donc du football par exemple, ou bien d'autres, bon, nous sommes en football, au-delà donc du football, vous devez quand même leur dire que effectivement, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Si vous faites ceci, votre carrière n'ira pas loin, vous n'aurez pas ce que vous désirez donc dans ce métier. Je crois que c'est important quelque part, lorsqu'on met ce métier d'éducateurs donc dans leurs choses. Et à partir de là, il faut... Maintenant, la question, est-ce que déjà ceux qui entraînaient ces joueurs ne passaient pas ce message-là donc à ces joueurs? Justement, c'est donc, là où se trouve un peu le débat. Parce que d'autres pensent que être entraîneur, c'est déjà être éducateur. Pourquoi encore ce « E » de plus? Et justement, cette en tout cas, catégorie d'entraîneurs qui passent ainsi pense que voilà, peut-être qu'il y a des idées derrière qui voudraient peut-être faire balancer l'association vers forcément les éducateurs. Prosper Agbokoulou. Oui, vous savez, dans le monde aujourd'hui, ce qui fait débat, c'est l'éducation. Et en tout sens, lorsque vous touchez les organismes internationaux, les regroupements qui s'occupent un peu du social, l'éducation fait partie. Moi, j'ai eu à l'idée que peut-être les dirigeants de cette association ont compris que peut-être par rapport au temps qu'ils ont fait sur le terrain, à l'expérience dans des années passées, quelque chose cloche par rapport à cela. Peut-être que les gens leur ont fait à l'international. Il faut aujourd'hui prendre exemple un peu partout. On a l'association des entraîneurs au Burkina Faso, en France, au Ghana, au Bénin, un peu partout. Donc je crois quand même que ces gens-là ont pris, qu'on appelle peut-être exemple, en suivant la chronologie, l'évolution du monde. Donc serait-il peut-être judicieux pour eux de mettre cet aspect là-dedans pour pouvoir, vous savez qu'aujourd'hui, leur président est devenu le principal éducateur au niveau donc, du football. Le directeur technique national. Donc je crois que ça là, les a incités à pouvoir mettre ce côté d'éducation dedans. Parce que, comme Franck l'a dit, comment on appelle, la pratique du football aujourd'hui rime avec l'éducation. Et souvent, ça manque sur le terrain. On a tendance à croire que ceux qui jouent, c'est des abandonnés. Ceux qui n'ont plus rien à faire, ce sont eux qui se livrent au football, qui vont jouer, qui sont dans cette catégorie donc, sociale. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, cet aspect revient justement pour donner un éclat, une importance et une considération peut-être à cette association, raison pour laquelle les dirigeants ont souhaité modifier les choses par rapport à cela. Parce que, vous savez, le rôle de l'entraîneur, mon confrère l'a dit tout à l'heure, ébauche également qu'on appelle la vie entière. Parce qu'au-delà du football que tu pratiques, derrière, il y a quelque chose. Et vous savez que c'est le footballeur qui prend sa retraite plus jeune que tous les autres emplois socio-professionnels. Vous voyez à peu près à 39 ans, à 35 ans déjà, 30 ans déjà, on l'appelle la retraite pratiquement. Donc je crois quand même que ça peut être l'idée derrière laquelle il se cache pour pouvoir mettre ce E ambigu. Et lorsque vous poussez les analyses derrière, ce qu'il y a sur le ring, des entraîneurs qui n'ont pas eu la chance de faire l'INJS, et ces entraîneurs-là qui ont fait l'INJS et qui auraient imposé ce E avec justement l'idée derrière, voilà, de mettre devant et
le côté coaching et le côté diplôme, éducation, Elia Tipo? Écoutez, je crois que c'est vrai que pour être entraîneur, ce sont les diplômes. Ce sont les diplômes d'abord. Mais peut être entraîneur n'importe qui veut, qui n'est pas passé forcément par l'INJS. Et d'abord, pour moi, il faut faire une distinction entre l'entraîneur et puis l'éducateur, en fait. L'entraîneur, je veux les voir beaucoup plus chez les seniors, où il n'a plus à éduquer un enfant, à lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, le football, ça doit se jouer comme ça, tel est le déplacement et autres. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus le métier de l'éducateur chez les enfants. Et l'entraîneur, on le voit beaucoup plus chez les âgés où il n'y a pas de choses. Maintenant, quand on revient dans notre contexte où le E d'éducateur vient, c'est par rapport à une certaine reconnaissance. Pour moi, j'estime, selon ce que vous êtes en train de dire et selon ce qui se dit aussi, c'est d'une part pour faire reconnaître cette association de manière officielle par le ministère en charge des sports. On parle de base juridique. Justement, base juridique. Ok, revenons. Quand ils étaient l'Association nationale des entraîneurs de football du Togo, il n'y avait pas une base juridique. La base juridique d'une association s'obtient comment? Par le récépissé. C'est son récépissé. Vous êtes à registrer au niveau de l'administration territoriale, on vous délivre le récépissé, vous avez une base juridique. Et donc, ce côté, c'est à caser, c'est un faux problème. Maintenant, reconnaissance par le ministère des Sports. Je me souviens ici avoir eu le directeur de l'INJS sur ce plateau, où même l'INJS ne sait même pas si il dépend du ministère des Sports, ou du ministère de l'Éducation, ou bien du ministère de l'Emploi et du Travail. Finalement, ceux-là qui veulent être reconnus par le ministère, ce n'est pas quel ministère exactement. Si, aujourd'hui, ils se mettent ensemble, moi je dis, c'est un faux problème, il faut se mettre véritablement ensemble, défendre l'intérêt des entraîneurs, parce qu'aucun entraîneur, à part ceux de la sélection nationale, ne sont employés par le ministère. Ça, c'est faux. Tous sont employés par des clubs, et combien sont-ils? Sélection nationale A, A', U23, U21, U20, U17. Donc, 6 ou 7 sélectionneurs reconnus par l'État, c'est à cause d'eux qu'on doit former, on doit être reconnu par le ministère. C'est la question. Maintenant, on est allé comme ça. La crainte derrière, c'est quoi? Si demain, le ministère dit, OK, vous êtes reconnu, vous êtes comme un de nos démembrements, et que désormais, le président de l'ANEFOOT doit avoir un bac plus 5. Ils feront comment? Et apparemment, c'est là où même se trouve... Parce que ce que nous disons ici, nous aussi, nous pouvons aller suivre des cours d'entraîneur, revenir et être entraîneur. Mais je peux avoir l'ambition de diriger cela. Mais si je n'ai pas le diplôme du bac plus 5, comment ça va se passer? Et donc, moi, j'ai dit, il faudrait à un moment donné qu'au niveau de nos associations, on sache réellement réfléchir. Si le ministère accepte aujourd'hui de vous reconnaître, est-ce que vous êtes capable de défendre l'intérêt de vos entraîneurs auprès du ministère? Parce que vous devenez comme une aile marchande de ce ministère. On le voit déjà avec le football, où certaines associations, aujourd'hui, ont de la peine à être critiques envers la Fédération togolaise de football. Je peux prendre l'exemple des joueurs, où ils ont de la peine à être critiques parce qu'ils se sentent intégrés à cela. Ils sont affiliés et les statuts vous imposent de ne pas critiquer, comment appelle-t-on, votre et on fait justement la transition. Alors, Nieni Sebabi, nouveau directeur technique national, il est donc le papa des entraîneurs, mais il est en même temps et encore et toujours président de l'association ANEFOOT, parce que voilà, il est toujours là, en poste, il n'a pas cédé son poste. Ça pose ce souci justement de juger parti, selon beaucoup, parce que voilà, quoi qu'on dise, ces associations, même étant affiliées à la fédération, ont un caractère syndical. Franco Rokoti. Oui, c'est la première fois que j'interviens par rapport à la nomination de Denis David depuis ce temps-là. Je crois que on doit comprendre qu'actuellement, il est au niveau de la direction technique nationale et qu'il ne doit plus être président donc, de cette association. Et je crois que c'est au niveau donc, de la fédération, ou bien il devait le savoir depuis avant qu'il n'arrive, donc, ou bien de déposer justement son dossier pour être nommé finalement directeur technique. Voilà. Donc je crois qu'ils vont trouver une solution pour ça. Nini Sebabi, vous savez qu'au-delà de ça, il est également inspecteur des douanes. Qui devrait, selon nos informations, être à la retraite d'ici la fin de l'année, selon nos informations. D'ici la fin de l'année. Oui. Mais aujourd'hui, il cumule les 3 postes. Parce qu'il est DTN,
il est président donc, de cette association, il est également inspecteur de douane. Et si même à la fin de cette année, il sera donc en retraite, actuellement, il va prendre son salaire au niveau donc de... Mais il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Hein, bon, moi je dis... cumulent, moi, je dis que... Même si ce n'est pas une bonne chose, en tout cas. Ce n'est pas une bonne chose au niveau, en tout cas légalement, au niveau de la fonction publique. Mais bon, puisque, voilà, quelque part, il y a certains également qui sont dans le cas et qu'on n'en parle pas, on va également ne pas également en parler par rapport donc à son cas. Une fixation sur mais je dis, cas. Par rapport à ce sujet qui est arrivé tout à l'heure, lorsqu'on parle de l'éducation, comme quoi est-ce que justement nos entraîneurs seront reconnus par le ministère, moi je dis que non, là c'est une fausse route carrément, parce que l'association, bien les associations des entraîneurs dans les autres pays, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes entraîneur. Lorsqu'on prend le cas, par exemple, d'un autre pays où il y a des entraîneurs étrangers qui arrivent dans le pays, alors comment est-ce que vous pouvez composer justement avec des entraîneurs étrangers qui sont sur votre territoire? Vous ne pouvez pas faire une association une association qui est pratiquement, je dirais, libre et vouloir accepter que... Être sous les ailes donc, du ministère du pays. Ça ne peut pas passer comme ça. Donc, si c'est l'idée qui est derrière cette façon donc d'ajouter le E donc à cette sigle qui était là. Ça manque de pertinence. Oui, c'est faire fausse route. Mais la question de cumul de fonctions, Nieni Sebabi, DTN, mais qui toujours tient les câbles au niveau de l'année foot, c'est également le cas avec Sidro Kossi Antoine, membre du comité exécutif élu, mais qui est toujours président de l'ANAFOOT, qui garde toujours, même étant en tout cas affilié à la fédération, un caractère syndical. Prosper Agbokou. Peut-être qu'on manque de compétences. Je crois que la question elle est pertinente. Les uns les autres l'ont reconnu. On a tendance, revenant au cumul de fonctions, quand je prends à peu près au Togo, on est coutumier du fait. On a tendance à croire que lorsqu'on prend des gens qui sont déjà dans la fonction publique, ils ont un salaire, ils les marquent déjà sur le budget national. Donc, on les ramène un peu vers ces fonctions libérales pour en profiter. J'ai l'impression, il y a eu plusieurs cas. Le cas de Feu à Ivy, vous vous en rappelez, on l'a amené en tant qu'entraîneur ici et il n'a pas son émolument en tant qu'entraîneur parce qu'il marche déjà sur le budget national. Donc ce sont des astuces aussi voilà, qui avaient le même cas. Donc je crois quand même que c'est des astuces souvent politiques qu'on met en place pour pouvoir cloisonner un peu les gens parce que quand vous êtes déjà dans la fonction publique, vous n'avez plus ce droit de revendication par rapport au salaire qu'on doit vous payer ici. Donc, c'est à vous de décider. Et si vous levez un peu la voix, donc c'est préjudiciable par rapport à votre statut déjà de l'autre côté. Donc, le cas de Nieni peut s'inscrire aussi d'abord dans des sortes d'idées. Donc là, maintenant, les cumuls de postes de cette façon, comme être juge et parti, c'est préjudiciable. Je reviens sur le mot parce que vous n'avez pas la main, je ne dirais pas les lèvres déliées pour pouvoir juger de vous-même. Vous êtes jugé parti et je crois quand même que c'est à la fédération de comprendre que tel membre est déjà qu'on appelle est président d'une association qui est comme un syndicat. Donc, être ici et là, de pouvoir faire la part des choses. Et si ça arrange la fédération. C'est ce que je vais dire. Maintenant, on a l'impression que ça arrange parce que de dehors, on ne peut plus critiquer. Vous voyez? Alors que la critique, c'est le genre même donc, d'expression qui fait évoluer. Voilà, c'est ça. Donc, je crois quand même que il revient à la fédération de voir du côté de M. Cedro
si éventuellement ce cumul-là est compatible vraiment à ce statut de membre de fédération. La fédération ou peut-être l'association. Voilà. Elia Tipo, pour refermer cette fenêtre. Quand on prend typiquement le cas de M. Sedjro au niveau de la NAFOOT et puis au niveau du comité exécutif, je voudrais simplement qu'on retourne un tout petit peu en arrière où les arbitres étaient tabassés et que la NAFOOT était partie dans un mouvement de grève. Est-ce que si demain on tabasse un arbitre, la NAFOOT aujourd'hui peut faire grève si son président est dans le COMEX? S'il essaie de faire grève, est-ce que c'est lui qui organise ce championnat? Voilà, c'est lui qui organise ce championnat et il va faire grève, il ne va pas subir les pressions au niveau du comité exécutif. S'il dit non, ne faisons pas grève, allons-y, est-ce qu'il ne va pas subir une pression au niveau de ses arbitres? À lui-même de juger. Il est entre l'enclume et puis le marteau et l'enclume véritablement. Et donc, pour se départir, moi je crois que pour se départir, soit c'est le COMEX qu'il quitte et il gère ses arbitres, soit il quitte la tête des arbitres, il est au COMEX. Et s'il y a conflit, on peut l'utiliser peut-être comme médiateur à ce niveau pour avoir présidé aux destinées de la NAFOOT. Mais ce cumul de fonctions, pour moi, c'est tout le comité exécutif, normalement au niveau de la fédération, à mon avis, qu'il faut revoir. Même quand vous êtes président de club et que vous arrivez au comité exécutif, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Vous devez normalement libérer votre poste de président de club à quelqu'un d'autre et ça continue, la vie continue. Mais il faut, je ne sais pas, ce n'est pas dans nos tests, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra le faire. C'est de même au niveau de Niani Sebabi avec le directeur comme directeur technique national. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'employé de la fédération, il peut défendre la cause d'un entraîneur. Je prends même les conflit avec la fédération. Je prends simplement les entraîneurs qui sont au niveau des sélections. Est-ce qu'aujourd'hui, Niani peut se dire, ok, je vais pour défendre Maurice Souzien qu'il faudrait à tout prix le payer il y a un problème avec la fédération. C'est ça le problème. Maintenant, on est tous des personnes. Je peux être en conflit. Si exemple Niani est en conflit avec un certain, je prends au hasard, Jonas. Est-ce que vous pensez que si on dit on positionne Jonas comme entraîneur des U17, Niani va appuyer? Donc moi je dis à un moment donné, il faudrait que lorsqu'on arrive, on commence par être employé de la fédération, il faudrait éviter ces cumuls de fonctions-là. Soit on est là pour défendre l'intérêt de nos associations, soit on est là dans le COMEX, on défend le COMEX, on défend la fédération, bec et ongle. Mais ce cumul de fonctions, je crois qu'à un moment donné, c'est nuisible pour leur propre image. Nous avons encore 5 minutes dans cette émission pour le dernier sujet, justement, candidature pour l'élection au niveau des ligues régionales, pratiquement des candidatures au parfum COMEX FTF. Ça fait redondance, hein? On prend Cara, COMEX, on prend Central, COMEX, on prend Plateau, COMEX, on prend Lomé Golf, COMEX. Voilà, c'est comme cela que ça se passe sur le terrain. Non, mais est-ce que c'est ça, en fait? Oui, mais les listes sont déjà officiellement données. Hein? Oui, il y a Ama Akleso à Karagne, à Goromedji Sirbi dans la centrale. Il y a l'honorable Ametodji au niveau des plateaux, Togbi Kwalikwachu au niveau de l'Omégolf. Sur les 6, 4 sont comités exécutifs. Je crois que on ne peut pas être... C'est un problème. Nous avons un problème au Togo. Nous avons forcément... Lequel? Voilà, cumul de fonctions, par exemple. On ne peut pas être à la Ligue au même moment se retrouver donc dans le commerce. Les textes ne l'interdisent pas. Oui, effectivement. Quand même, il faut quand même avoir la lucidité pour penser à cela. Parce que la Ligue, c'est autre chose. Parce qu'il faut être forcément là. Parce que quand on parle de la Ligue, c'est une question de football à la base. C'est cette ligue-là qui doit gérer justement les districts. Donc, c'est très important. Cela veut dire que, quelque part, on est en train donc de prendre le football en otage. Est-ce que ce n'est pas tous les chaînons qui est faussé? Parce que des présidents de district se retrouvent également sur des listes au niveau des ligues et des présidents de ligues vont se retrouver également au niveau du COMEX. Est-ce que ce n'est pas tous les chaînons qui... Et c'est pour cela que je dis, est-ce que c'est parce qu'on manque justement de compétences sur le terrain pour qu'on ait toujours les mêmes personnes, les mêmes visages justement dans ces bureaux-là. Donc, à un moment donné, il faut donner quand même la chance aux autres également de postuler et de faire valoir justement leurs compétences. Jusque-là, quand on retrouve les membres de la fédération au niveau des élections, par exemple, de ces ligues-là,
je trouve quelque part que on est en train donc de prendre le football en étant en otage. Mais Elie, apparemment, ce sont les tests qui ont un souci. Ce ne sont pas peut-être les hommes, parce que apparemment, avec la nouvelle formule, les tests voudraient plutôt que les présidents des ligues se retrouvent de façon figée, même au niveau du comité exécutif. Si je ne me trompe, Elia Tikpo. Non, c'est là où je vous ai parlé tout récemment de nos tests qui ne disent absolument rien par rapport au cumul de fonctions et autres. Et donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, inspirons-nous un peu de ce qui se fait aussi ailleurs et de bien d'ailleurs. Je ne crois pas qu'au niveau du comité exécutif de la Fédération française de football, on retrouve ces mêmes choses. Même si le président de la Ligue nationale de football a une place, je crois. Mais je crois que même si c'est ce qu'on veut faire, qu'on regarde peut-être au niveau des ligues, pas que tous les membres ou bien les présidents de ligue soient forcément au niveau du comité exécutif. Peut-être un ou bien deux représentants de ces ligues du sud et puis du nord qui se retrouvent peut-être figés au niveau du COMEX pour défendre au mieux les intérêts du football à la base. Et normalement, c'est à ceux-là de lutter véritablement pour qu'on organise des championnats nationaux au niveau des moins de 17 ans, des moins de 20 ans. Mais véritablement, on ne trouve pas ça dans notre football et c'est ça toute l'inquiétude aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde, on pourra se dire peut-être c'est un mal nécessaire qui aussi est parti se positionner. Moi, je nous encourage parfois aussi à dire, OK, stop, Atomic Palipacho, à Lomé, allons-y, mettons un jeune, allons-y. Vous voulez mettre Palipacho 4 ? Oui, mais mettons... Moi, c'est 3. Mettons quelqu'un qui puisse le battre, à Carès, qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse peut-être aller bousculer, ne serait-ce que bousculer Ama Marcelin. Parce que c'est un albatros, là. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je me dis véritablement que oui, après tout, on est typiquement en Afrique, même jusqu'au niveau de la FIFA et de la CAF, c'est ce qu'on fait. On essaie de placer nos pions pour Prosper lorsque, quoi qu'on dise, oui, peut-être sur la forme, il y a souci, mais dans le fond, à Maakleso Akara, il n'y a rien à dire. À Goro Medjisirbi, dans la centrale, il n'y a rien à dire. Lorsqu'on prend l'honorable Ametodji, mais vous voulez qui dans les plateaux? Alors, Togui, écoutez, Togui a une maison au niveau de la Ligue. Il a construit une maison, il faut quand même qu'il habite cette maison-là, Prosper. En une seconde. En une minute. Oui, je crois, Franck, que vous avez déjà, Latif, que vous avez déjà... trouver la clé de voûte de l'énigme. Cette clé de voûte reste à ce que on ait les gens sûrs, à des endroits sûrs, au moment venu, les utiliser. Ça, il faut jamais écarter l'idée électoraliste derrière. Vous voyez à peu près. Vous vous rappelez que... Mais au-delà de ces idées, là, c'est des noms... qui ont le poids, qui ont géré le football, qui ont laissé dans le football leur empreinte. Et ça, qui continuent de faire. Et on ne peut pas dire que Ama Marcelin aujourd'hui est un inconnu. C'est Ametodji, c'est des gens, c'est des mastodontes. Voilà. Quand on prend Mehdi Siribi, on prend Tanguy Kalikacho, c'est des mastodontes, ça, indéniablement. Maintenant, derrière, on peut s'assurer que le colonel nous avait dit, en tout temps que quand il fait un deuxième mandat, il y a un troisième derrière. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il lui a dit. Il l'a rappelé souvent. Donc, je crois que s'il faut aspirer à un troisième mandat, au niveau de la fédération, nous parlons de sport, hein. Oui. Il y a... il y a toujours cet appui qu'on peut laisser ces gages pour pouvoir... On aura le temps de revenir sur ces sujets parce que l'élection aura lieu dans les tout premiers jours du mois d'octobre. On aura forcément à revenir sur ces élections avant l'élection. Merci à vous, Franco Rokoti. Merci à vous, Prosper Agoglo. Merci à Elia Tikpo. Merci également à Rémi Hunkpati qui était à la réalisation. Je suis Latif Yoruma. Merci également à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour d'autres sujets, pour d'autres débats.